Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, alors Sud Radio, pour le coup, on va y aller dans le Sud, Salon de Provence, très exactement. On va parler de dentistes, de dentisterie, d'implants, de couronnes, genre de business dont on parle jamais. Ouais, mais il se trouve que, justement, à Salon de Provence, il y a une boîte très dynamique qui vient de racheter un distributeur important aux États-Unis. On va démarrer avec ça, et puis ensuite, on parlera tribunaux de commerce. C'est parti, c'est Bismart sur Sud Radio. Donc Ariane Olive, pour commencer avec nous, bonjour. Et vous êtes patronne de votre cabinet d'avocat, Ariane? Oui, absolument. Voilà. Fondé. C'est Spark. Avocat. Spark, étincelle. Juste un mot quand même de business, c'est-à-dire, encore une fois, je suis béotien total sur l'ensemble de votre matière. Pourquoi est-ce qu'à un moment on décide de monter un cabinet d'avocats? C'est parce que on veut prendre son indépendance, parce qu'on a une offre particulière à apporter à ses clients, parce que on trouve qu'on n'est pas assez valorisé dans un cabinet qui est un cabinet plus collectif. C'est quoi le déclencheur de ce business-là, justement? Alors moi, pour ma part, mais c'est un choix très perso, mais moi, pour ma part, c'était monter un cabinet sur un positionnement vraiment distinct, une identité bien à lui, bien à nous. Et en fait, moi, j'ai monté mon cabinet sur tout ce que je ne voulais pas être et que j'avais contemplé depuis 5, 6, 7, 10 ans dans la profession. Mais voilà. Comment ça, je comprends pas tout ce que je ne voulais pas être? Eh ben, en fait, normalement, on monte un truc pour être ce qu'on a envie d'être. Eh ben, exactement, mais moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. J'ai regardé la pratique par mes confrères, j'ai jugé qu'elle était vraiment très décorrélée des besoins des entrepreneurs sous un tas de plans. Et du coup, j'ai fait mon petit cahier des charges et je me suis dit, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de solutions, ils ont besoin qu'on leur parle un non-jargon, ils ont besoin qu'on décode, ils ont besoin qu'on soit à leur bras droit, qu'on soit à leur côté, qu'on soit membre de leur équipe. Ils n'ont pas besoin qu'on soit des maîtres ci, maîtres là ou des prestataires très éloignés de leur business. Et donc, sur cette base-là, on a fondé l'identité Spark et tranquillement, on se développe depuis 2013 désormais. Ils ont besoin d'avoir à côté d'eux des entrepreneurs comme eux, finalement. Exactement, Ariane. exactement. C'est c'est un peu banal, mais c'est ce qu'on leur dit. Des entrepreneurs parlent aux entrepreneurs et franchement parlent le même langage et ça marche plutôt bien. Et surtout, on s'amuse beaucoup. Alors, si je vous pose la question comme ça, ils sont dans quel état d'esprit? J'imagine que vous avez une clientèle particulière, etc. Mais alors, par quel bout on va prendre cet entretien? Vous, le bout qui vous intéresse le plus en ce moment, c'est la valorisation des entreprises. C'est tout ce qui va se passer. Alors là-dessus, parce que je le fais très très rarement pour pas tuer la spontanéité, mais là j'ai éprouvé le besoin de le faire. Donc on a discuté ensemble pour préparer cette interview. Et vous m'avez dit, il y a le précédent de 2008-2009. Et vous avez prononcé une phrase que j'ai adorée. Vous avez dit, je me suis retrouvé face à des chefs d'entreprise qui disaient, il n'est pas question de bazarder la sueur d'une vie. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai adoré cette phrase. Mais ça, cette réflexion-là amène à faire des erreurs. Racontez-moi ça. Ouais, je pense qu'on va le voir à nouveau, même si encore une fois, c'est ce qu'on se disait l'autre jour en parlant, les causes de la crise sont pas du tout les mêmes. Donc l'idée n'est pas d'amalgamer les deux périodes, bien entendu. Mais je pense qu'on est en train de revoir en ce moment à nouveau des entrepreneurs qui sont mûrs pour un certain nombre de raisons, notamment bien évidemment ceux qui arrivent proches de l'âge de la retraite. Mûrs pour céder leur activité. Mûrs pour céder leur activité, exactement, pour passer la main, qui n'ont pas forcément de possibilité de transmission en interne, qui du coup partent sur le marché entre guillemets externe pour aller trouver entre guillemets des débouchés, et puis qui se trouvent dans une conjoncture de crise dans laquelle ils ont un exercice 2020 qui est un peu moche, pour se le dire vulgairement, qui est entamé plus ou moins dans une ampleur plus ou moins grande. Et du coup, qui se disent, est-ce qu'il faut que je diffère mon projet de cession parce que c'est la capitalisation de ma vie ou d'une grosse partie de ma vie. C'est mon bébé. Il y a évidemment un lien très affectif. Nous, on travaille avec des entrepreneurs de PME, donc des gens qui sont dans un lien très fusionnel avec leur boîte. Et donc, céder ça à n'importe quel prix, il n'en est pas question. Et on sait tous que le cédant, en réalité, a un plancher psychologique en deçà duquel il ne descendra pas, indépendamment de toutes les sciences de valorisation. Et donc, ça, dans des conjonctures actuelles, c'est compliqué. Et on l'a déjà vu en 2008. Et on a vu des gens, par contre, c'est l'objet de l'échange qu'on a eu rapidement, j'ai contemplé clairement des entrepreneurs refuser en 2009 des offres au profit d'une cession qu'ils ont plutôt opérée en 2011, 2012, 2013 en fonction du temps qu'ils se sont donné pour rempiler, comme j'aime bien dire, et qui ont bien moins bien vendu 3-4 ans après que ce qu'ils auraient fait en 2008-2009. Donc il faut se méfier aussi de l'effet retardement parce que tout le monde le dit, c'est devenu une banalité, mais on est dans un brouillard total, il n'y a aucune visibilité. C'est bien la difficulté qu'on a aujourd'hui à calibrer nos prix de cession, on en parlera peut-être si tu le souhaites. Non, mais
Et la réalité, c'est que comme tu le dis, Ariane, c'est pas la même chose. Et donc moi, je me mets à la place du chef d'entreprise. J'entends partout. En fait, c'est pas l'économie qui a eu un problème, c'est une crise sanitaire, et donc on a eu un arrêt administratif de l'économie. Donc quand ça va repartir du feu de Dieu. Et donc il n'est pas question effectivement qu'en ce moment, je bazarde la sueur de ma vie sur des valorisations post-Covid. Ouais, je le comprends tout à fait, en fait, moi. Ouais, c'est sûr. Après, mais c'est dangereux. C'est dangereux, et puis c'est la tarte à la crème actuelle de la résilience. On a tous découvert que c'était loin du monde du matériau, la résilience, que bon, elle était devenue humaine et qu'aujourd'hui elle est très appliquée aux sociétés. Et donc la question, c'est est-ce que mon business a été plus ou moins résilient, et dans quelle mesure en fait sera-t-il capable de recover, comme disent les Anglais, cette crise. Et c'est pas le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, on le voit là, janvier, février, tout ça, c'est des phénomènes qu'on contope depuis septembre 2020. Depuis septembre 2020, on nous explique que c'est une parenthèse, enfin les entrepreneurs pour leur boîte, pour celles qui ont un peu souffert. Je ne parle pas évidemment de ceux qui ont, au contraire, ont été accélérés par le phénomène Covid. Mais pour ceux qui souffrent, ils ignorent en fait cette parenthèse. Pour l'instant, elle est irréelle pour eux. Alors là, l'atterrissage des comptes 2020 pour ceux qui clôturent au 31/12 ou pour ceux qui ont clôturé au 39 fait qu'ils arrêtent un peu d'ignorer, parce que ça commence à s'écrire noir sur blanc sur un papier entre guillemets officiel, en dehors des tableaux de pilotage et des atterrissages intermédiaires, évidemment, par le biais desquels ils conduisent leur boîte. Donc là, ça prend une réalité très formelle, et la question est comment est-ce que je gomme au maximum, moi cédant, cet impact, sachant que j'ai aucune idée du temps qu'il va me falloir pour me remettre de ça et pour rétablir à la fois mon volume et ma rentabilité 2019. Et c'est tout l'enjeu du calibrage de nos prix de cession en ce moment. Et c'est ce qui fait que là, on a un désalignement cédant-acquéreur qui est encore plus fort que le classique, j'ai envie de dire, désalignement qui peut exister entre un acheteur et un vendeur. C'est super intéressant. Même pour les grosses boîtes, pour le coup, les énormes, on a vu sortir à l'été, je pense que c'était sur les semestriels, donc je vais être technique 2 secondes, mais des EBITDA, c'est-à-dire le résultat opérationnel retranché du Covid. Ouais. Et là, les analystes ont dit, vous vous foutez de nous, les gars. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas possible de retrancher le Covid d'un résultat opérationnel, Ariane. Si, on peut essayer de magouiller quelque chose. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'un solde intermédiaire sorti de sa conjoncture et quelle qu'elle soit, que ce soit la pandémie ou tout autre, parce qu'une boîte vit 1000 conjonctures exceptionnelles potentiellement dans sa vie et qui peuvent impacter temporairement ou plus durablement sa rentabilité. Donc, mais ce que tu dis et dit moi par mes clients d'une autre façon, c'est mais tout allait bien avant le 16 mars. Et c'est vrai. Dans la plupart des business, et dans une certaine mesure, ça a été vrai pour nous aussi, qui avons une activité qui s'est arrêtée pendant 4-6 semaines de façon assez brutale, et tout le monde cartonnait en fait. En réalité, le tissu économique français dans 95% des secteurs, enfin j'ai pas la stat, mais je veux dire à l'observatoire comme ça, ils cartonnent, tous nos clients cartonnaient, tout le monde cartonnait, il y avait une dynamique très grosse. C'était pas, pardon de cette expression, c'était pas la fête du slip non plus, non, ça commençait à... On voyait bien qu'il y avait une vraie dynamique qui s'était réinstaurée dans un tas de secteurs, et bon évidemment je vais un peu à l'emporte-pièce, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait une super dynamique dans le tissu économique des petites et moyennes entreprises. Et ils se sont pris un coup d'arrêt, et ça fait 6 mois. Alors, les 6 premiers mois, ça passait. Mais là, depuis la clôture 20, on ne peut plus entendre ça. Et donc, quand on est côté acquéreur, puisque nous, évidemment, on a toujours une ligne, on est côté acquéreur ou côté cédant, en tant qu'avocat, quand on est acquéreur, on peut pas nous dire, je prends une gomme et je gomme l'année. C'est pas possible. Par contre, on peut nous dire... c'est l'avocat qui fait la valorisation ? Alors, la valorisation, non. Mais toutes les négos autour de l'articulation de prix, oui, il y concourt largement. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on trouve comme voie médiane, et qu'est-ce qu'on fait pour qu'en réalité, moi, je gère mon risque sur une conjoncture que tu me qualifies d'exceptionnelle, mais dont le monde entier est bien en train de réaliser qu'elle est quand même pas si temporaire que ça, et pour que toi, tu sois pas justement en train de bazarder la sueur de ta vie, pour reprendre cette expression poétique. Alors, c'est clair. C'est clair. Si je suis... Alors, il y a les secteurs évidents, mais il y en a d'autres qui sont à la marge. Pour toi, il y a 3 typologies en ce moment de PME. Il y a ceux qui sont vraiment dans la nasse, voilà, on peut pas. Et il y a ceux qui sont sur le fil du rasoir, sur la ligne de crête, et il y a ceux qui profitent. C'est 3 tiers à peu près égaux de ce que tu vois. Ce serait difficile de dire, parce que je sais pas si on parle en volume, je sais pas si on parle en valo. Tu vois, selon la métrique, c'est ça dont il faut qu'on parle aussi. On est sous cloche. Et tu dis attention, le traitement des PGE.
Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué auquel il faut faire attention. Tu m'as dit un truc que j'avais encore jamais entendu sur la notation notamment des entreprises. Ouais, tout à fait. Alors ça, le PGE, ça marche surtout sur ce que je vais appeler le ventre mou. L'expression est pas très politique non plus, mais c'est vrai que soit j'ai été accélérée, dans ce cas-là, on n'en parle pas. Je suis une entreprise surperformante, aussi grâce au Covid. C'est tech, digitalisation. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Santé, médical, cosméto dans une certaine mesure. Soit, comme tu dis, je suis dans la NAS. Si je fais du mascara, ça va bien. Si je fais du rouge à lèvres, c'est plus compliqué. Ça va déjà beaucoup moins bien. Exactement. C'est pour ça que je me suis largement reprise. Après, ce ventre mou là, pour le qualifier un peu négativement, lui, c'est des clients qui ont, enfin des entrepreneurs qui ont à la fois pu prendre des PGE pour vraiment gérer leurs risques et leurs peurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a d'abord et avant tout eu tous très peur. Ça, il faut pas l'oublier. Et puis il y a ceux aussi qui ont tout de suite vu une opportunité dans ces lignes de crédit. Moi, j'ai même un client, et c'est pas très politiquement correct de le dire, mais qui m'a dit, Ariane, j'ai levé tellement de PGE que j'ai de quoi faire de la croissance externe pour les 5 prochaines années. Je sortirai mes LBO sans plus jamais aller revoir un banquier. Mais ils sont alors je peux le dire, des centaines de milliers. Ah, mais clairement. Comme ça, des centaines de milliers. Voilà. C'est, je crois, 131 milliards le PGE, 645 000 octrois. Exactement. Donc dans tout ça, en effet, comme tu dis, il y en a largement des milliers. La moitié. Ça, je sais pas, mais qui ont largement sorti sur la vague. Les banquiers. Alors ça, c'est un chiffre que je vous ai déjà donné, mais qui est confirmé mois après mois. L'augmentation de trésorerie, chiffre de la Banque de France, l'augmentation de trésorerie disponible des entreprises est l'égal à peu près des PGE. Ouais. Voilà, ils n'ont pas été consommés. Non, très peu. Et là, on va vivre un moment on vit un moment qui est passionnant parce que beaucoup de spécialistes, notamment de la problématique bancaire, sont en train de nous dire que ces PGE sont une bombe à retardement. Mais avant, qu'est-ce que tu te demandais ? Tu te demandais si tu allais rembourser ou si tu allais prendre l'amortissement de ton PGE et par conséquent l'étaler sur 5 ans. Dans les conditions de prêt qui sont ce qu'elles sont, avec la garantie de l'État dont tout le monde se souvient très bien, et en te disant que tu continues à mitiger ton risque. Il ne faut pas oublier que là, depuis les dernières annonces, maintenant tu as un autre choix qui s'ouvre à toi, c'est non pas seulement est-ce que je rembourse ou est-ce que je vais étaler, mais est-ce que je rembourse, est-ce que je vais amortir sur 5 ans, ou est-ce que je diffère, si j'arrive à convaincre ma banque, mon amortissement encore de 12 mois. Et là, j'ai quand même une grosse problématique, c'est quelle est ma capacité à visualiser la capacité de ma boîte, justement, à amortir non plus sur 5 ans, mais sur 4 ans. Parce qu'attention, le différé, c'est pas reculer d'une année de plus. C'est amortir, mais sur 4 ans et non pas sur 5. Donc toujours plus de pression sur ta boîte. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose à laquelle tu faisais allusion, et je pense sur laquelle il faut qu'on commence à avoir vraiment un regard, c'est que c'est de l'endettement, le PGE, c'est un truisme, mais il faut le rappeler. Et cet endettement, évidemment, il altère la notation, en tout cas, il colore la notation de nos sociétés, et ça, dixit, bien sûr, la Banque de France. Et cette notation, en fait, la plupart des établissements nous rapportent maintenant, des établissements bancaires nous rapportent le fait que la Banque de France les oblige, entre guillemets, à taguer les entreprises bénéficiaires de PGE. J'ai envie de dire, quelle que soit leur santé, tu apparais dans la machine. Comme surendetté. Alors, surendetté, je sais pas, mais en tout cas, tu apparais avec un signal que je qualifierais d'orange. Je sais pas comment il est normé en pratique, mais on va dire qu'il est orange. Et donc, l'effet de bord dont il faut quand même se méfier, c'est qu'imaginons que tu sois en super santé, mais que tu veuilles développer ton activité à l'international avec un recours nécessaire à de l'assurance crédit, par exemple, du cofaçage, entre guillemets, ou que tu sois dans un business qui nécessite de la fourniture à l'étranger avec des lettres de crédit ou autres, qui elles aussi nécessitent du rating de qualité, tu peux te trouver paradoxalement, alors que tu t'es assuré ta sécurité, que tu as une trésorerie pléthorique. Encore l'autre jour, un client qui me disait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a 17 millions d'euros de trésorerie. Tu vois, le truc, il m'a dit, c'est du jamais vu. Bon, donc c'est vrai qu'on arrive à des ratios qui sont juste totalement fous. Et tu te dis, finalement, est-ce que je suis est-ce que je me fais autant de bien que ce que je pense m'en faire avec cet élément-là. Et ça, c'est peut-être un deuxième effet qui se coule de l'aspect PGE que pour l'instant on ne voit pas, mais qui pourrait faire souffrir même les entreprises qui vont bien. Alors, moi je rajouterais juste un troisième truc, c'est ce qu'en économie on appelle le hasard moral, c'est-à-dire celui aussi qui se dit... De toute façon, dans un an et demi, ce sera la présidentielle, ils ne pourront pas me laisser calancher. Donc de toute façon, à un moment, il y aura un filet pour me rattraper. Très possible. Et ce qui nous amène à l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect faillite en chaîne. Alors, la cascade des faillites, ça fait 6 mois qu'on l'attend pour le mois d'après. Voilà. Elle ne vient pas. Et on a vu cet article des Échos... record annuel de la non-faillite en 2020. Article partout. Article partout, t'as raison. Oui, absolument, oui, tout à fait. Mais c'est là où il y a un sujet intéressant, c'est que tu dis utiliser les mesures de prévention de difficultés des entreprises. C'est-à-dire tu dis aux chefs d'entreprise,
il ne faut pas attendre justement d'être au pied de la falaise. Ouais. Il y a, alors comment ça s'appelle d'ailleurs, mandat ad hoc, je crois, c'est ça. Ouais, mandat ad hoc. Il y a des procédures confidentielles des tribunaux de commerce qui permettent quand même de se mettre à l'abri si jamais on a un gros doute. On a un sujet français, alors ça c'est un peu impensif, je ne vais pas m'étaler 10 minutes là-dessus, mais on a un sujet français avec la gestion, alors on pourrait dire plus philosophiquement de l'échec au sens large, mais en effet de la procédure collective, de la gestion des difficultés des entreprises. C'est un truc, nous on le voit très bien avec les clients, il faut vraiment être il faut déjà être en cordée, enfin je veux dire en rappel. Il faut avoir commencé à basculer. Le dos dans le vide. Ouais, il faut que les deux roues avant soient dans le vide. Quoi. Exactement, il faut que les deux roues avant soient vraiment dans le vide pour que tu commences à réagir. Donc c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années que sur un travail de fond, on s'évertue à dire aux clients qu'il fait partie d'une bonne gestion d'une entreprise que de savoir avoir recours à ces dispositifs-là. Et ces dispositifs-là, ils ne sont pas là que pour traiter, j'ai envie de dire, des problèmes en lien direct avec ton bilan. Je te prends un exemple. Nous, on a des clients chez qui on a déjà utilisé ces mesures d'anticipation des entreprises pour gérer, par exemple, une dépendance économique. Par exemple, j'ai un client qui a un grand groupe dont il dépend à plus de 25, 30, 40, parfois 50%, on sait très bien, et même plus, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs, y compris dans des métiers de service chez lesquels on soupçonne moins. Et je sais que ce grand groupe va me couper, entre guillemets, le robinet, non pas de façon immédiate et en une fois, bien évidemment, parce que ça fait aussi partie de la technique, sans les diaboliser. Ils peuvent changer de stratégie, bien évidemment. Mais en tout cas, on sait qu'on va avoir une diminution telle qu'en réalité, la boîte, modulo la capacité qu'elle aurait à reconstituer 20, 30, 40% de son chiffre d'affaires dans les 6 mois à venir, va être morte ou presque, ou en tout cas va se trouver dans des difficultés inextricables. Et ces solutions d'anticipation totalement confidentielles, qui par conséquent n'ont quand même pas cet impact négatif que le redressement judiciaire, évidemment, ou voire même la sauvegarde, peuvent avoir. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les employer, j'espère ne pas être ambigu là-dessus, mais en tout cas, factuellement, elles sont publiques, et donc ce sont des procédures qui sont plus impactantes sur l'écosystème, on va dire, de la société. Tandis que ces mesures amont, très amont, qui sont confidentielles, sont, elles, des mesures qui n'impactent absolument pas. Alors, évidemment, elles ont un coût, parce qu'il faut saisir le tribunal, il faut qu'un mandataire soit nommé, etc., ou un conciliateur en fonction de la typologie. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il peut faire le mandataire si on prend ton exemple il voit qu'il y a une difficulté anticipée, il réunit les parties autour de la table et il a cette capacité, y compris le grand groupe. Tant que tiers d'autorité, tu vois, d'aller, j'ai envie de pas imposer, bien sûr, mais d'aller mener une négociation de décélération dans des conditions qu'en réalité le contrat ne nous permet pas et le droit ne nous permet pas. Enfin, quand je dis le droit, c'est l'application stricte d'un contrat par un avocat entre guillemets lambda dans ce cadre-là. Donc en fait, c'est un set d'options qui est très pertinent, très malin, très rusé et qui fait partie de l'outil de bonne gestion que l'entrepreneur a lorsqu'il fait face à des inattendus, qu'ils soient très conjoncturels ou conjoncturels à vocation structurelle, comme l'exemple que je te prends, parce que quand tu plantes 50% de ton chiffre d'affaires en 6 mois, la conjoncture va devenir la structure. Non, mais très intéressant. Très intéressant. Donc ça fait partie aussi des réflexes qu'il faut avoir. Et ça, en fait, c'est juste qu'on a du mal parce qu'on a du mal exactement comme pour les cessions, c'est au dernier moment qu'on s'y prend, ou parce que tout simplement l'ensemble de ces procédures sont mal connues. Alors c'est mal connu, et puis il faut refaire des prévisionnels à jour, et puis se mettre devant le fait accompli. Et puis ça veut dire qu'on accepte d'ouvrir aussi grand ces livres à un tiers, ça doit être un tiers de confiance, quand même à un tiers. Alors ça, et puis il faut se les ouvrir à soi-même. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à se les... Et peut-on le leur reprocher ? C'est la fin du déni de réalité, en fait, l'ensemble de ces procédures. Il faudrait que de plus en plus ce le soit, et la conjoncture nous le rappelle, et pas seulement parce qu'il y a des difficultés, mais parce que de toute façon, on parlait PGE tout à l'heure, on est dans une conjoncture où, et j'ai écouté un spécialiste du secteur bancaire le dire, il disait plus il y a du brouillard, plus il faut que tu prévisionnes. La difficulté, c'est que tu n'as aucune visibilité. Donc, il disait, plutôt que de voir loin, de toute façon, ça a toujours été du fantasme. Moi, on en plaisante toujours avec les clients. Un BP, c'est du fantasme. Mais il faut s'adonner à l'exercice du fantasme. J'ai une phrase pour toi. Les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages. Voilà, exactement. On est totalement en phase. On est totalement en phase, expérience par là. Mais il faut le faire. Et les banques vont nous demander, confère ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la possibilité de proroger et de toute façon sur l'arbitrage que je dois le cas échéant prendre, de rembourser ou pas. Donc, à partir du moment où je suis dans cette situation, il faut que je prévisionne. Et il dit, si tu peux pas prévisionner loin, prévisionne très large.
essaye de dire, si ça cartonne, combien il me faut pour cartonner pour combien de temps? Et si ça foire, passe-moi l'extrême vulgarité totalement, combien de temps ça va prendre? Et qu'est-ce qu'il me faut pour essayer d'amortir le choc? Et ça, c'est du coup ce pilotage encore plus fin, quand bien même il serait encore plus fantasmagorique, qu'on doit avoir en ce moment. Et qui peut permettre aussi de mieux voir la nécessité d'avoir recours à ces procédures amont. Merci Ariane. Voilà, merci. Ariane Olive donc était avec nous, la patronne de Spark Avocat. Puis on se retrouvera pour discuter de l'ensemble de ces matières qui sont très très intéressantes. On continue Bismarck. Dernière partie, Philippe Véran avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. PDG de Biotech Dental. Et alors là, en fait, on a un leader quoi Français. Français, pas encore mondial? Non. Pas encore. Bientôt. Parce que j'étais très fier de mon titre, j'ai titré l'Amérique à pleines dents. Oui, parce que... C'est bien ça, rendez hommage quand même. On cherche à faire des trucs. Surtout qu'on n'avait pas réussi à le faire celui-ci. Ah si, on va le garder. c'est sûr. Allez, non mais alors, on démarre. Il faut d'abord raconter. Donc, vous faites des prothèses dentaires. En fait, des implants. Vous êtes au cœur de ce qui est une révolution, finalement, aujourd'hui, quasi industrielle, autour de la dentisterie. Est-ce que vous pouvez... Non, mais est-ce que, notamment, imprimante 3D, etc. Enfin, j'ai découvert, en découvrant l'histoire de votre entreprise, que tout était en train de changer et qu'en fait, les dentistes, les prothésistes étaient en train de devenir des industriels eux-mêmes. Racontez-moi un petit peu l'ensemble de votre démarche entrepreneuriale aujourd'hui. Ce sont je dirais, l'arrivée des nouvelles technologies, aussi bien, je dirais, dans la conception que dans la fabrication, qui ont permis effectivement d'avoir une mutation, je dirais, quasi totale de ce que nous, on a l'habitude d'appeler l'art dentaire avec un grand A. Donc en gros, toutes les professions qui, effectivement, alors du dentiste, du prothésiste et les industriels que nous sommes, donc toute cette profession doit se réorganiser effectivement autour de ces technologies. Et donc qui ont changé complètement le métier du dentiste. Donc ça, c'est ce que l'on voit quand on est effectivement un patient et qu'on va dans des cabinets donc, qui sont équipés de nouvelles technologies. Et après, il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière, c'est effectivement la fabrication des produits, mais qui, elle aussi, est complètement nouvelle et qui a complètement changé du fait, effectivement, par exemple, de l'apparition des implants 3D. Oui. En gros, aujourd'hui, aujourd'hui encore peut-être, ou allez, on va dire il y a quelques années, on devait mordre une patte assez immonde d'ailleurs, pour prendre des empreintes, et derrière, ça partait, il y avait un gars qui gravait ça, je ne sais pas comment d'ailleurs là. C'est ça, oui. Maintenant, tout est digitalisé. Alors, oui, disons qu'on tend à tous les cabinets de la planète tendent effectivement à utiliser ce type de technologie. C'est pas aussi facile que ce qu'on peut le raconter. Donc il y a quand même beaucoup de travail, de formation, de conviction, et puis de mettre tout le monde à niveau. Mais oui, aujourd'hui c'est parti. De ce que j'ai compris. Je vais toujours mordre cette patte, ça je crois que c'est indispensable. Non. L'empreinte, non. Tu n'as même plus besoin de l'empreinte aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, sincèrement, s'il y a quelque chose qui va bien se substituer, je dirais de façon totale, dans les 5 à 10 ans à venir, ce sera ça. Et tous les cabinets dentaires de la planète seront équipés de scanners intraoraux et qui permettront de prendre une empreinte digitale des dents. Ça, c'est certain. Donc c'est quoi? J'ouvre la bouche? Oui, vous ouvrez la bouche, vous avez comme effectivement la pièce à main qu'a l'habitude d'utiliser le dentiste. Donc c'est une caméra qui vient effectivement prendre tout le contour de ce que le praticien va faire. Si c'est qu'une couronne, il prendra qu'une dent. Si c'est une arcade totale, il fera donc entre guillemets une radiographie, un scan de toutes vos dents, et voilà, donc en manipulant effectivement une caméra. Et alors c'est là que c'est magique, c'est-à-dire qu'il va envoyer cette image. Oui, donc sur Internet. Sur Internet, et vous allez renvoyer un fichier. Et sur son imprimante 3D qui est à côté de lui dans son cabinet, la dent, à un moment, elle... Alors, non, mais c'est ça le truc. Ça c'est l'explication. C'est le stade ultime. Ça c'est le stade ultime. Donc avec une partie effectivement des travaux qui peuvent être réalisés chez le praticien, mais aujourd'hui la plus grande partie quand même est réalisée dans des cabinets de prothèses qui effectivement... Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais ça, je pense qu'il y aura deux types de travaux. Il y aura des travaux très rapides parce que ce que doit faire un praticien, c'est quand même passer du temps, je dirais, dans la bouche du patient. Il y a quand même tout un travail, il y a quand même tout un travail à côté qui est fait de conception, de réalisation, de fabrication, qui ne sont pas nécessairement l'apanage des cabinets dentaires. Donc ça, après, c'est juste un problème de modèle économique, mais au fond, c'est des choses qui sont déjà capables d'être... Attendez, je comprends pas, modèle économique. Racontez, pourquoi c'est un problème de modèle économique? Parce que plus vous allez passer du temps, je dirais, où les dentistes vont prendre du temps à vous garder, et plus je pense que ça coûtera cher, alors qu'en fait, il peut y avoir aujourd'hui des choses qui sont faites à l'extérieur et qui, de fait, en revenant, coûteront moins cher.
Donc je pense qu'il y a aussi une problématique d'utilisation normale, je dirais, des temps de praticiens. Mais cette idée aujourd'hui, donc, il scanne, Oui. il envoie l'image à Biotech Dental. Oui, absolument. Il envoie l'image à Biotech Oui. Dental. Biotech Dental l'analyse. Oui. Et renvoie en fait à l'imprimante 3D du dentiste, du praticien. Ouais, alors il y a tout un travail de conception à faire sur des logiciels qui sont mais nourris d'intelligence artificielle. Donc là on va aussi, y venir sur vos logiciels, mais vous renvoyez un fichier à l'imprimante 3D du praticien, et la dent, la prothèse, l'implant va se sculpter tranquillement dans son cabinet. Oui, alors voilà, la partie prothétique peut effectivement être réalisée dans le cabinet dentaire du praticien, ou sur une imprimante 3D, ou sur une petite usineuse qu'il a à côté de son cabinet, ou dans une pièce à côté, pour pouvoir effectivement réaliser. C'est déjà le cas dans beaucoup de cabinets aujourd'hui qui sont équipés de ces technologies, mais après, c'est pas forcément des produits qui vont rester en bouche très longtemps, donc ça peut être des provisoires, ça peut être... Voilà, c'est pas pour tous les travaux, parce qu'après les travaux pour des choses, d'accord, pour des choses définitives. Ouais, ou des gros travaux, c'est quand même c'est mieux que ce soit un prothésiste qui effectivement fait complètement le travail et on a la certitude d'avoir quelque chose. D'accord. Mais pour des provisoires aujourd'hui... Vous dites pas ça pour les protéger, les prothésistes aujourd'hui Non, parce qu'ils réinventent leur métier aussi et c'est compliqué aussi pour eux. Donc c'est compliqué pour tout le monde d'ailleurs. Les technologies, je dirais nouvelles, c'est compliqué pour toutes les professions de s'y adapter. Mais je crois que personne n'a le choix et on le fait. Et donc je vous ai coupé la parole. Vous démarriez en disant et donc aujourd'hui, parce que vous disiez problème économique, c'est-à-dire la valeur en fait, ça va être la lecture du scanner et la possibilité de réaliser ce fichier en 3D. Oui. Bref, l'ensemble de ce que non, fait la valeur, ça devient un sujet logiciel. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. L'essentiel aujourd'hui, bien sûr. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, la partie réalisation, dans la mesure où elle peut se faire, par exemple, en cabinet, on comprend bien que toute la partie compliquée, ça reste quand même la partie design. Et ça, effectivement, aujourd'hui, donc, on développe des logiciels, donc nourris d'intelligence artificielle, qui sont eux-mêmes, je dirais, nourris par toutes les bases de données qu'on peut avoir depuis des années, qu'on concentre et qu'on exploite. Et à côté de ça, ben voilà, vous avez des prothésistes qui eux, marient leur art, je dirais, et leur expertise, donc personnel, à l'intelligence artificielle des logiciels. Et on arrive à faire des choses qui sont quand même qui sont remarquables. Et derrière ça, c'est toujours mieux pour le patient, parce qu'au final, c'est quand même ça que tout le monde recherche. Donc c'est toujours d'être mieux. Pourquoi ce sera mieux pour le patient ? Parce que vous aurez des choses plus précises, beaucoup plus designées, beaucoup plus conformes, je dirais, à votre au corps humain, je dirais. Et nous, on utilise par exemple des technologies qu'on appelle le jumeau numérique. Donc tout ce qui manque va être le plus ressemblant possible à ce que vous aviez. Donc et c'est dans cette nature-là, et ça fonctionne aussi pour les dents. Donc vous avez certainement entendu parler de cette notion, donc le biomimétisme, voilà. Donc c'est toutes ces technologies aujourd'hui qu'on utilise pour aller effectivement pour concevoir et ensuite fabriquer des dents. Et même, alors de ce que j'ai compris, pour des opérations un petit peu complexes, vous pouvez finalement totalement modéliser la façon dont l'opération va se passer. Oui, ça c'est très important ce que vous soulevez, parce qu'en fait la technologie aussi, c'est pas que la partie réalisation. C'est la partie prédiction. Donc il y a une meilleure prédiction de ce que le patient... C'est-à-dire que le dentiste va pouvoir décider avec le patient au fond de ce qu'il va vouloir. Et ça, c'est quelque chose... Et de ce qu'il va subir. Alors, ce qu'il va subir, ça forcément... Mais ça, aujourd'hui, on pourrait c'est déjà important. l'expliquer. Mais c'est sûr, c'est beaucoup plus imagé. Mais par exemple, votre sourire, on dit... aujourd'hui, il y a quand même une notion du sourire qui est extrêmement importante, ne serait-ce que par les téléphones portables, le fait d'avoir des photos qui circulent partout. Donc aujourd'hui, on supporte mal, déjà, par exemple, de ne pas avoir des dents alignées. Donc il y a tout ce marketing qui est fait au niveau des dents, mais qui est profondément ancré, je crois, dans les gènes des générations, et en particulier des générations nouvelles. Donc il faut, à mon sens, cette prédictibilité est très importante pour le patient pour décider de ce qu'il va réellement vouloir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dentiste peut vous refaire un sourire qui va lui plaire. Mais vous allez vous retrouver avec des dents nouvelles et qui vont pas forcément... Non mais c'est vrai, parfois il y a un côté frustration que le patient... Le dentiste est très content parce qu'effectivement, ce qu'il a fait est remarquable. Et puis le patient est un peu frustré. Alors, ça arrive parfois. Mais oui, mais c'est pas ça que je voulais. Alors pardon, ça va être encore une référence au football, mais je pense à un très célèbre entraîneur de football allemand qui entraîne un incroyable club anglais, qui s'est retrouvé avec un sourire
Ça ne va pas. Enfin, on a l'impression d'un lustre arabe à l'intérieur de sa bouche. Enfin, c'est un truc de dingue. Il y a un célèbre entraîneur français aussi. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Celui-là. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire quelque chose en fait de trop beau, de trop parfait, et qui perd tout aspect de naturel et qui. Voilà, c'est peut-être quelque chose. Si on lui avait montré avant, il aurait peut-être pas décidé de ce. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire vous, c'est finalement quelque part. Complètement. Et donc je vais avoir mon visage avec... Sauf qu'il y avait beaucoup d'instruments jusqu'alors qui étaient des instruments plutôt photo. C'est-à-dire qu'on vous photographiez et on insérait à l'intérieur entre guillemets de votre visage scanné, photographié, on insérait en 2D donc des dents qu'on simulait. Et c'est peut-être à ça qu'on arrivait à ce type d'exercice en disant mais tiens c'est pas terrible, c'est très blanc. Alors que là on est vraiment en 3D, c'est-à-dire que c'est vos dents qu'on recolorise, c'est vos dents qu'on bouge, c'est vos dents qu'on rallonge, qu'on raccourcit, qu'on... Voilà, ce travail-là est incroyable. Donc il y a une très bonne prédictibilité. Et c'est vrai que c'est plutôt ça qui, à mon sens, aussi fait aussi que pour les patients seront forcément plus heureux. Et... Philippe, à travers ça, je pensais qu'on aurait plus de temps et je me suis laissé emporter parce que, à travers ce que vous nous racontez là, vous racontez aussi ce que sont en train de vivre tous les secteurs et tous les patrons. Cette mutation digitale que vous décrivez, ça a été une mutation digitale complète aussi d'une entreprise née en 87, c'est ça, et qui, voilà, tous vos métiers à vous aussi se sont transformés. Moi, j'ai pour habitude de dire que nous sommes une vieille start-up, mais c'est exactement ça. En fait, on continue à... 670 collaborateurs, 73 millions de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Ouais, et donc, en fait, si vous voulez, on a une partie de notre business assez résilient, heureusement, donc qui sont les implants. Et donc on maîtrise bien, sur lequel il y a toujours beaucoup de R&D, mais bon, ça fonctionne bien. Et puis à côté de ça, on a tout ce dont on vient de parler, donc autour, je dirais, de ce core business, où on est obligé de gérer des projets, donc des projets par équipe avec d'autres façons de manager les gens, d'autres façons C'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que pour le chef d'entreprise que je suis, et comme pour tous les autres, c'est des remises en cause. Mais c'est les mêmes personnes qui... Non, du tout, c'est des personnes nouvelles. Non. On ne peut pas faire avec les mêmes. Non. Or, Marie, l'expertise, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la science, donc vous allez chercher chez un prothésiste, chez un dentiste ou chez des ingénieurs, mais après vous êtes obligé effectivement sur ces nouvelles technos on a beaucoup rajeuni effectivement. C'est ça. Ah mais c'est clair. Et sans arrêt en mode projet. On va faire d'ailleurs autour de la fameuse phrase de Jeff Bezos, si 2 pizzas suffisent pas à nourrir l'équipe, c'est qu'il y a trop de monde. C'est ça son truc, c'est 12 personnes maxi, sinon après le projet avance pas. Ouais, moi je suis assez d'accord sur cette analyse, même si elle est très restrictive, parce que parfois il faut un peu plus de monde sur les projets. Mais en gros c'est ça, ouais. Donc on gère par petite team, ouais. Et avec des outils par contre de planification qui sont très très sérieux. Et alors autre élément aussi très intéressant, c'est que en fait vous êtes possédé à 100% même par une structure familiale, fonds d'investissement belge? Non, 25%. 25%, d'accord. 75%, c'est notre structure familiale à mon associé et à moi. Oui. D'accord, voilà, c'est ça. Non. Mais on est une vraie entreprise familiale au final. C'est ça. Oui, clairement. Mais cette structure belge, là, je vois, qui gère 7 milliards d'euros d'actifs, et ça vous donne aussi les capitaux longs pour organiser l'ensemble de cette mutation. Absolument, oui. On a fait une levée de fonds avec eux donc de 52 millions d'euros en equity. Et là, qu'on a complété pendant le Covid par 20 millions d'euros d'emprunts obligataires à 7 ans, donc pour être tranquille et voilà, pour avoir, je dirais, les moyens de notre développement aujourd'hui. Ouais. Et alors, l'Amérique, donc, puisque... voilà, donc l'Amérique depuis le 1er janvier. Il nous reste 2 minutes 30, je me suis laissé emporter. On n'a pas pu y aller encore physiquement, mais... donc vous avez racheté... Oui, on a racheté pendant le Covid, oui. Un réseau de distribution. Oui, on a racheté un distributeur d'implants qui était le dernier distributeur privé d'implants dentaires aux États-Unis, oui. Donc vraiment quelqu'un qui colle à notre métier, oui. Donc une société qui... Et donc lui, en fait, il va bénéficier de l'ensemble de votre technologie, de l'ensemble de votre mutation. Toute la gamme de produits, oui, qu'on va dupliquer aux États-Unis, oui. Oui, donc ça, c'est l'enjeu de ces 5 prochaines années. Il vous rend hommage, il dit « Vous êtes le plus moderne des fabricants de produits dentaires numériques à l'intégration verticale ». Moi, je me suis dit, oh, non, c'est l'intégration. Non, c'est pas ça, l'intégration verticale, c'est pas ce qui rentre dans la mâchoire. Non. C'est bien, en fait, prendre le flux numérique, du scan c'est ça. Jusqu'à l'arrivée. Et même de la donnée. On a une société aussi qui contrôle les données des patients, qui est en France, parce qu'on est très made in France jusqu'au bout, je dirais, des doigts. Et on a créé une société qui gère les données numériques de nos patients. Des patients de nos clients, et de sorte à ce qu'on ait la certitude que ces données restent en France et qu'elles ne soient pas la propriété de quelqu'un d'autre un jour. Donc c'est l'engagement qu'on a pris auprès de nos clients.
Hébergé par OVH alors Non, hébergé chez nous par nos serveurs. Ouais. Avec une certification médicale qu'on va avoir d'ici la fin de l'année, là, donc comme les plus grands, comme OVH, comme Amazon Médical, voilà, carrément. Ouais. Donc c'était vraiment notre, ça fait partie de notre ADN. Voilà, ça évite, comme vous dites, que vos serveurs soient en Irlande et puis d'un coup ils sont partis aux États-Unis. Et notamment quand on a des ambitions d'aller conquérir le marché américain. Ouais, voilà, il faut que. Voilà. Mais pourquoi créer une société à part, enfin Ouais, parce que c'est très important aujourd'hui. On concentre beaucoup d'abord dans la RGPD, pour la gestion de la RGPD. Donc, vous avez raison. Et au final, on s'est dit, tiens, et avoir nos serveurs et avoir notre propre gestion de ces données-là. Ça peut avoir du sens. Voilà, donc c'est pour ça que nous l'avons fait. Bon, puis on a besoin d'hébergeurs de données de santé. Si vous pouvez prendre la place de Microsoft, je pense qu'en termes de souveraineté. mais ça commence par là. Donc ça commence par des petites décisions à notre tout petit niveau. Voilà. Mutation digitale. Oui, absolument. C'est extraordinaire. Merci. Il nous reste 20 secondes. Ça a démarré quand? Il y a une date de cette mutation digitale pour vous? Oui, il y a quand on a vendu notre division orthopédie, donc en 2013, donc c'est là qu'on a décidé de faire cette mutation. C'est des années pour avancer dans ces projets. Une vraie stratégie planifiée. Philippe Véran, le PDG de Biotech Dental, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.